Bon, eh bien le Paris Saint-Germain a gâché mon intro, puisque de base je voulais dire je sais tes matchs, mais merci Vitinha qui marque ce dernier but, donc ça fait une victoire 7-2 du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Bayer Leverkusen. 7 et match. Oh, j'aime bien Ça ça. peut encore marcher. Quel rapport? Si- C'est par rapport au 7 et tout. Ah oui, j'ai compris. On est autour de la table pour revenir donc sur cette très belle victoire. 7-2 contre le Bayer Leverkusen. Match spectaculaire, impressionnant, tout aussi spectaculaire à voir autour de la table. On n'a pas Théodore Vive, mais on a Théodore Bouchara. Je suis l'autre Théodore Vive. Bonjour. Voilà. Alors, peut-être que vous l'avez déjà vu en live, peut-être que vous avez déjà entendu son nom passer de temps en temps dans un talk. Bon, bah, souvent, il nous partage ses avis pertinents ou non en dehors de la caméra. Ou non. Il va peut-être le faire enfin C'est dur. face à une caméra. Bah, écoutez, en tout cas, on va essayer. Bonjour Mehdi, bonjour Jonathan. Bonjour Hugo. C'est avec plaisir que je vais échanger avec vous sur une très belle victoire en plus. C'est vrai, c'est vrai. Très, très belle victoire. Peut-être un peu moins de plaisir de mon côté. Ça peut s'entendre. Après, voilà, enfin, c'est pas très cool. On va revenir donc sur ce match 7-2. On rappelle les buteurs quand même. Alors dans le désordre, hein. Il y a un doublé de Désiré Doué, il y a un but de Vitinha, un but de Dembélé. J'ai mon garagiste un but aussi qui a marqué. Il y a Pacho, il y a Nuno Mendes et je crois que j'ai tout le monde. Voilà, ça a été rapide et efficace. Ouais. Voilà, et un carton rouge entre-temps de Ilyes Zabarni. Le PSG est premier de la phase de Ligue des Champions avec 9 points sur 9, 3 sur 3, début de saison parfait. Je vous pose la question, messieurs. Allez, Hugo, pour ta première, justement. Petite pression tout de suite. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Qu'est-ce que tu en ressors de cette victoire donc, du PSG, 7-2? Quel est ton sentiment après ça? Eh ben écoute, pour le coup, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est qu'on a vu un Paris Saint-Germain qui a été capable de frapper fort quand il fallait. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir parce que, en fait, dans le fond, quand tu t'intéresses de plus près à la rencontre, tu te rends compte que le PSG démarre très fort. Tu as 10 minutes, 15 minutes qui sont de haute intensité où le PSG est tout de suite très haut sur le terrain, fait le pressing et a envie d'en découdre assez vite. Ponctué par un but. Ponctué par un but, en plus, un très beau but de Pacho. Le premier depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. C'était émouvant. Sur un centre de Nuno Mendes, encore sur un coup de pied arrêté, si je ne me trompe pas. Exactement, le Donc, 5e depuis le début de le la saison. 5e, donc c'est encore une phase de jeu que le PSG est en train de développer. Bisous à Nicolas Jauvert d'Arsenal. Mais bref. Et t'as ensuite une vingtaine de minutes où t'es un peu, où tu sens que les joueurs ont envie de gérer, ils veulent pas, ils mettent un peu moins d'intensité et ça se ressent sur le terrain. Leverkusen commence à un petit peu prendre confiance, remonte sur le terrain, il y a 2 pénaux, voilà. Et tu te ressaisis vraiment dès lors que tu es à 10 contre 10 après avoir subi un péno. Là, on s'est relevé du siège et on est allé planter... Le même PlayStation. C'est le même de la PlayStation. Tu te relèves du siège et tu te dis, bon, là c'est terminé, merci Bayer Leverkusen, rentre chez toi, bonne soirée. 3 buts en 6 minutes 20 sur la fin de la première mi-temps. Et là, c'est très impressionnant. Ouais, je suis d'accord. Mehdi, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Un peu la même analyse qu'Hugo sur la physionomie du match, en tout cas sur le déroulé chronique, entre guillemets, parce que le PSG, peut-être en ouvrant le score, je pense qu'ils ont commencé à lever le pied et qu'ils ont commencé à penser que le match allait être un peu facile. Et sur le papier, en tout cas, c'était le cas. Donc la pensée est légitime. Mais une fois que tu te retrouves à 1-1, à 10 contre 10, peut-être qu'ils se disent que le match ou la soirée sera un peu plus compliqué. Donc ça accélère et tu le vois tout de suite sur les individualités ou sur les intentions collectives, que ce soit le jeu sans ballon, avec ballon, etc. Ça, il y a tout de suite plus d'intensité, je trouve, sur le dernier quart d'heure de la première période. Et puis après, sur le match un peu plus globalement, oui, tu parlais en introduction de message à l'Europe. Moi, c'est le caractère de cette équipe que j'apprécie encore aujourd'hui, parce que faire un 3 sur 3 en Ligue des Champions, en étant champion en titre, parce que c'est important de rappeler que le PSG est champion d'Europe, on le fait toujours. Voilà. Tu sais que c'est un talk de super champion d'Europe ici. Voilà, une petite dose quotidienne, c'est important de se le rappeler. Mais voilà, c'est pas si facile que ce que les gens pourraient penser, de continuer à envoyer des messages une fois que tu as déjà gagné le titre, après tant d'années, etc., à l'espérer. Donc moi, c'est surtout le caractère que je souligne hier. En plus du niveau, bien évidemment. Moi, je vais vous dire personnellement, ce qui est un peu paradoxal, c'est que y a un peu ce match. Je trouve que la première mi-temps, c'est peut-être la première mi-temps la moins aboutie, une des moins abouties du PSG en Ligue des Champions. C'est-à-dire que tu as 10 minutes qui sont, comme toujours, du niveau Paris Saint-Germain, c'est-à-dire ce rouleau compresseur qui, petit à petit, là, est
fait le pressing et t'étouffe petit à petit. Et vraiment, tu vois, tu sens pas venir, mais ils sont toujours là et ils se marquent souvent très rapidement. On l'avait vu contre l'Atalanta, on l'a vu encore contre le Bayer Leverkusen. Et la saison dernière aussi, Paris avait cette force de marquer rapidement dans les matchs, que ce soit contre Liverpool, contre Arsenal, contre l'Inter, ils en marquent 2 en 20 minutes. Donc on a retrouvé un peu ce côté-là. Et à la différence, c'est que d'habitude, tu as l'impression que Paris va appuyer pour vraiment tuer son adversaire. Et là, j'ai senti un peu de facilité pendant 20-25 minutes. Paris qui joue un peu à la baballe, qui mettait pas l'intensité qu'il fallait et concède genre 2 pénaltys plus stupides l'un que l'autre. Enfin, vraiment, c'est assez incroyable. Ah ouais. Et comme l'a dit Hugo, je sais pas si toi, tu as eu aussi ce ressenti, Mehdi, tu as l'impression que le deuxième pénalty et le carton rouge, il y a eu un espèce d'électrochoc global en disant « Bon, allez les mecs, là, il faut y aller, c'est bon, il faut se donner. » C'est ce que je disais, moi. Quand je vois que le PSG commence à gérer après avoir ouvert le score, je me dis ok, c'est un peu normal. Et au-delà même de la gestion, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a quand même une certaine adversité. Le Bayern Leverkusen, c'est peut-être pas le Bayern de Munich. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas parti affronter Kairat Almaty. Tu vois ce que je veux dire? Je joue le Bayern Leverkusen, c'est une équipe qui, même si elle a beaucoup changé, ça reste une équipe qui récemment quand même t'as fait de gros exploits en étant invincible sur toute une saison, sauf la finale de Ligue Europa. Donc il y a quand même des ingrédients en face, il y a quand même un peu de matériel. C'est normal qu'ils te rentrent un peu dedans, ils vont pas non plus se laisser faire. Et tu parles d'une équipe top 5 européen, enfin dans le Big 5 des championnats européens, et tu vas leur en mettre 7 chez eux. C'est pas n'importe quelle performance. Donc c'est pour ça que sur le papier, oui, moi aussi j'ai l'impression que le PSG lève un peu le pied, mais après tu prenais en comparaison certains matchs, ces matchs-là c'était des matchs coup près, c'était des matchs à élimination directe. Quand tu me parles de Liverpool, etc. Là c'est un match, c'est le 3e de la saison régulière. C'est pas un scandale si tu gagnes pas, si tu fais match nul, mais ils sont quand même allés chercher la victoire, donc ils se disaient que pas que c'était acquis, mais que voilà, ça allait pas être une soirée plus compliquée que ça. Sauf qu'au final, tu te prends le carton rouge, tu concèdes 2 pénaltys. Merci Zabarni, on va en parler après. et tu te rends compte que la soirée ne sera pas si tranquille que ça, donc il faut aussi réaccélérer, et ils l'ont parfaitement fait. Et en fait, ce qui est plutôt bien, je trouve, et je ne sais pas ce que tu en penses, Hugo, c'est que le PSG répond quand même présent dans les matchs où il doit prendre des points. La saison dernière, on se souvient, sur les 3 premiers matchs, tu avais Girona où ils ont dû profiter d'une erreur de Gazzaniga à la dernière seconde pour pouvoir gagner. Ils font match nul contre le PSV Eindhoven, et tu as l'impression que dans ces matchs-là, justement, où ils devaient prendre des points, tu les prends pas. Là, Paris, non seulement prend des points, mais surtout, et ça peut avoir son avantage à la fin, c'est qu'ils marquent beaucoup de buts dans ces matchs-là. Ils ont 4 buts d'écart contre l'Atalanta, ils en ont 5 là contre le Bayer Leverkusen. Ils ne font pas que prendre les 3 points, ils vont carrément prendre le maximum mettre le maximum de buts pour justement être le plus tranquille dans l'objectif du top 8 et être le plus haut possible, quoi. Exactement, et puis ça rejoint un peu ce qu'on dit depuis le début, c'est que ce Paris Saint-Germain-là, notamment avec une phase de poule qui est très compliquée cette année en Ligue des Champions, enfin phase de championnat maintenant, mais t'as vraiment 4 rencontres qui paraissent assez complexes sur le papier. T'avais le Barça, on les a éteints, mais bon, peu importe, compliqué. Le Bayern, qui va être une rencontre très compliquée. Newcastle et Tottenham, on va dire, qui sont vraiment 4 équipes où les points, ça va. Tu sais pas trop de quel côté ils vont aller, même si, a priori. J'ai un indice. Voilà. J'ai mené une enquête et j'ai quelques indices sur la destination de ces points-là. Voilà. Ah oui, écoute, n'hésite pas à nous en dire davantage. On va gagner. Voilà. C'est pas suspense. Pas très intéressant. Non, mais c'est bien parce que moi, en plus, je voulais rebondir sur ce que tu dis, c'est que les points qu'il faut prendre, l'année dernière, on les prenait peut-être pas, Girona, PSV Eindhoven, etc. Et cette année, on les prend. Voilà. Je pense même qu'on fait plus parce que on peut voir ce qu'on disait lors du tirage au sort avec Théodore le regretté. Il y avait quand même un certain doute autour du match contre le Barça, par exemple. Donc ça fait que 3 matchs que la saison de Ligue des Champions a démarré. Mais le match contre le Barça où tu avais certains doutes, tu prends 3 points. Le deuxième match où tu as des doutes, c'est le Bayern. On verra, c'est dans 2 semaines. Mais sur le reste, normalement, tu prends les 3 points. Quand tu regardes le début de saison, tu vois pas comment, avec tout le respect qu'on a pour des équipes comme Newcastle et Tottenham, mais comment tu peux être accroché par ces équipes-là, tu vois. Moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que quand même, il y a toujours cette espèce de sensation de puissance qui dégage de cette équipe. Et il y a quand même un trio qui fait très mal, qui est Nuno Mendes, Vitinha et Hakimi. Mais quand il y a les retours de certains styles Désiré Doué, voilà, d'un coup tu comprends, cette équipe elle passe un cap qui est monstrueux. Les 3 dont j'ai cité sont peut-être un peu la base de ton effectif, vraiment le cadre, la base de ton équipe, qui vont vraiment contrôler le tempo, contrôler les montées, être toujours dangereux, etc. Et Vitinha qui fait un match fantastique, on en parlera un peu après, mais quand tu vois déjà rien que le retour de Désiré Doué, le retour en forme de Bradley Barcola qui était visiblement blessé avant la trêve, même un Kvaratskhelia,
honnêtement, t'es là, et même un Warren qui revient aussi bien. D'un coup, tu te dis, ah ok, voilà, c'est ça. Donc le retour petit à petit des titulaires, tu te rends compte que en fait, cette équipe, il manque encore 2 pions au milieu de terrain. Il te manque 2 pions au milieu de terrain, il te manque ton ballon d'or et il te manque ton capitaine. Le ballon d'or est revenu. Oui, il est revenu pour 20 minutes. Ouais, il a dit en plus sur la pointe des pieds. C'est ce qu'il disait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a couru à 40 km/h du pointe des pieds. Non, ce qui est très fort, c'est que à chaque fois que tu peux te dire qu'un joueur, enfin moi c'est ce que j'aime dans ce PSG, c'est qu'à chaque fois que tu vas te dire qu'un des joueurs est indispensable, t'en as toujours un nouveau qui arrive et qui t'offre une solution en plus. Tu vois, on disait Dembélé était devenu indispensable l'an dernier. Là cette année, tu te rends compte que sans Dembélé, t'es capable d'aller battre le Barça. Tu te disais même Nuno Mendes depuis ce début de saison, il était indispensable. Tu te rends compte que là finalement, il est indispensable. Non, mais au-delà de ça, en fait, t'as surtout, effectivement, là, pour le coup, hier soir, le retour de Désiré Doué à son plein potentiel sur au moins une mi-temps te change complètement la physionomie de la rencontre, parce que c'est vraiment lui, pour le coup, qui, en fait, est capable, à un moment donné, pas seulement de mettre la pression sur Leverkusen, mais aussi de mettre le pied sur l'accélérateur pour dire, bon, là, il y a but. Voilà, et c'est fini. Ah, parce que les 2 buts sont magnifiques. Ces 2 buts sont magnifiques. Et puis, depuis ce début de saison, quand tu avais Gonzalo Ramos, tu n'avais pas l'impression qu'il était capable de les mettre. Là, Désiré Doué, il revient. Hop, et 2 balles qui t'a rendu très facile. Il t'a terminé le match. Je suis d'accord avec toi. Et en plus d'un Kvaratskhelia, qui... je trouve qu'on revoit toujours pas du gros Kvaratskhelia, mais un but, une passe D hier. Voilà, et son petit coup de flipper pour le 3-1 qui fait quand même la différence. Il fait beaucoup de bien, je suis d'accord avec toi. Donc à chaque fois, ce PSG nous surprend par le fait d'arriver à toujours amener une nouvelle arme à son arsenal, et c'est là où c'est quand même très impressionnant. Et je trouve aussi ce qui est impressionnant, c'est le côté imprévisible un peu même de la compo, mais ça on a l'habitude avec Luis Enrique. Je disais tout à l'heure, un coup tu as Désiré Doué en pointe, un coup c'est Seny Mayulu, un coup c'est Nuno Mendes. Au début du match, c'est Barcola à gauche et Kvaratskhelia à droite. À la demi-heure de jeu, ils échangent, Kvara à gauche, Barcola à droite. En deuxième mi-temps, Barcola, il retrouve son côté gauche. En fait, quand tu es un adversaire, c'est un cauchemar, c'est un casse-tête, parce que tu peux pas vraiment te dire en jouant le Paris Saint-Germain à bien analyser, parce que ça change tellement, il y a tellement de permutations, tout le monde peut jouer partout, tout le monde est un peu milieu de terrain, tout le monde est un peu attaquant, tout le monde est un peu défenseur, mais qu'à la fin c'est une horreur quoi. Pour encore, il n'y avait pas Dembélé hier qui peut beaucoup décrocher, donc apporter le surnombre au milieu de terrain, et donc ton défenseur il sait pas s'il doit suivre, s'il doit... C'est vrai que c'est un casse-tête. Je ne veux pas dire qu'on est habitué, genre on n'est pas surpris, etc. Je pense que c'est un casse-tête et qu'on doit toujours le souligner et le commenter et l'analyser. Donc c'est aussi quelque chose qui fait la différence, mais c'est la force du collectif Luis Enrique. On n'arrête pas de dire match après match que c'est l'équipe de Luis Enrique, que c'est le collectif de Luis Enrique, que peu importe qui y a sur le terrain, ça va marcher, ça va gagner, ça va rouler sur l'adversaire. Quand on arrive à cette réflexion-là, moi je pense qu'il faut mettre beaucoup de mérite au coach. Donc on va continuer de le faire jusqu'à ce que l'histoire s'arrête entre Luis Enrique et le PSG. Mais en tout cas aujourd'hui, oui. Le plus tard possible. C'est ce qu'on espère. Vraiment. D'ailleurs, moi par exemple qui était très sceptique sur le mercato et sur le casting, en tout cas Zabarny-Chevalier, c'est autre chose. Je suis toujours sceptique, mais la façon de l'aborder, c'est-à-dire faire confiance à Zahir Emery, comme tu l'as souvent dit, à un Seny Mayulu, peut-être que c'est pas si délirant que ça. Et en championnat, faire confiance et faire monter Ibrahim Baye et Quentin Djantou, peut-être que c'est pas si délirant que ça. Sous les ordres de Luis Enrique, en tout cas. J'ai beaucoup ce truc de tout ce qu'il fait, en fait, fait le frérot. Ouais. Et on verra, on te regarde, on applaudira après, tu vois. Et les amis, avant de poursuivre les performances individuelles, n'hésitez pas à vous abonner. Comme toujours, voilà, on a passé les 133 000 abonnés. Incroyable, on s'est dit l'objectif 150 000 abonnés avant la fin de l'année. On y va, let's go. On y va. Merci en tout cas pour toute la force que vous donnez. Un petit like, un petit partage. Souvent, on est abonné. Je vois qu'on pense qu'on est abonné à une chaîne, mais en fait, non. On n'est pas abonné. On voit beaucoup de vidéos. Pas, quoi. Mais voilà, il faut s'abonner. C'est un petit clic. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire pas mal de choses. Beaucoup. Voilà. Beaucoup de choses. J'étais à ça. Beaucoup de choses. On te donne un texte, tu l'apprends pas. Apprends ton truc. Apprends, il est là. Les notes, elles étaient là. Je te l'avais dit. J'ai du mal. Je suis un artiste. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous. Et en plus, j'ai vu que 10% des gens qui nous abonnaient avaient la notif. C'est pas normal. Il faudrait que ce chiffre monte à 100%. Voilà. Ça serait n'hésitez mieux. pas à mettre la notif et à vous abonner. Et on retourne au talk parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Les analyses individuelles, peut-être, messieurs. Allez, Zabarny.
Zabarni. Ah, on commence quoi, par les mauvais ou les mauvaises? Bon, peut-être pas. Non, moi, j'ai envie de commencer par Zabarni. Ah, direct. Oui, Ah, parce ok. que c'est la première qui m'a sauté aux yeux. Ouais. C'est vraiment le débile de la première période. Le mec, il a le gabarit d'un meuble Ikea. Il n'arrive pas à gagner ses duels, donc c'est il ça les qui lâche me pas dérange jusqu'au bout, et donc il est poussé à la faute par lui-même en fait. Tu vois, le truc sur la main, c'est le premier penalty, c'est la main. C'est le premier. C'est ça. Je veux dire, si tu gagnes ton duel avant, et normalement tu dois le gagner avant, tu te retrouves pas au sol comme un malpropre, comme un débile devant ton gardien dans ta surface à faire cette main. Alors la main, il la fait pas exprès, mais moi c'est vraiment le duel que je pointe du doigt. Et le second, j'en parlais en off avec Hugo, il est pas aidé par Lucas Chevalier. Moi je pense que Lucas Chevalier doit sortir, mais à partir du moment où il sort pas, encore une fois, apprends à jouer de ton corps, t'es défenseur central. Enfin, apprends à jouer de ton corps, je suis personne pour lui donner de leçons, mais j'ai du mal à le voir perdre ce duel-là. Franchement, elle passe pas, et c'est ensuite ça qui engendre le penalty. Je te rejoins un peu, je suis un peu frustré, on va dire, pour Zabarni, et je sais pas ce que t'en penses, Hugo, c'est que il a été recruté de base, en tout cas c'est ce que c'est les infos un peu qu'on avait, justement pour les duels aériens et son aspect physique. Et on le voit effectivement sur un terrain, tu le disais d'une certaine manière, Mehdi, c'est un Golgoth, vraiment, c'est une armoire Ikea, il est impressionnant. Et j'ai l'impression qu'il n'utilise pas ou il n'utilise pas assez ce physique, et c'est quand même dommage parce que honnêtement, il se fait bouffer par Panicelli de la tête alors qu'il est grand et costaud. Il se fait bouffer sur les deux duels, et surtout le deuxième, moi ce qui me choque, c'est que genre c'est Kofan qui passe entre les deux joueurs, entre Nuno Mendes et Zabarni, mais j'ai envie de te dire qu'à un moment Zabarni, je sais pas, mis un coup d'épaule, quoi. Impose-toi, t'es plus fort que tout le monde. N'aie pas peur. Le fait qu'il ne joue pas avec son corps un comme ça. Pacho, par exemple, Pacho, je me rappelle, il y avait des critiques la saison dernière, et on en parlait avec Hugo justement, de gens qui disaient oui, mais il joue pas assez vers l'avant, genre style Beraldo, tu vois, genre il a pas un assez beau pied, etc. Mais je m'en fous. Je veux qu'ils soient un bon défenseur avant d'être Tom Brady ou Franz Beckenbauer. Je m'en fous, tu comprends. Et Zabarni, il a la possibilité, comme Pacho, c'est deux Golgoth, c'est vraiment deux costauds. Mais et Pacho, il se prend pas la tête, il joue avec son physique, il arrive à tenir au physique. Parfois, c'est pas très propre, parfois, il prend pas beaucoup de risques non plus. Il peut, de temps en temps, prendre un ballon, c'est un peu le feu, il dégage, et c'est comme ça. Mais arrête de vouloir jouer, arrête de jouer à un jeu qui n'est pas le tien. Joue avec ton physique et confiance en toi, parce que c'est un monstre physique, quoi, Zabarni. Je pense aussi. Alors voilà, hier soir, il y a un match qui est très compliqué pour Zabarni. Et on va pas l'excuser de cette rencontre et d'un début de saison où il nous a pas toujours. En fait, moi, c'est pas tant l'aspect physique que je mettrais en avant plutôt qu'un espèce de manque d'expérience. Je ressens pour le moment le gap Bournemouth PSG. Ce qui est le cas un peu avec Hudson aussi avec le Real Madrid. Ce qui est le cas avec Hudson au Real Madrid, mais ce qui a été le cas avec pas mal de recrues qu'a pu faire le PSG ces dernières années. Je pense à Désiré Doué l'an dernier. Sa première partie de saison est très compliquée. Oui, avant le différent. match contre Salzbourg. Non, c'est pas si différent. En fait, Désiré Doué, il a 14 ans quand il arrive au PSG, c'est différent. Il a quand même un peu d'expérience, il a 2 ou 3 saisons en première ligue. Mais attention, quand t'es à Bournemouth, tu sais, tu joues qui tous les week-ends. Oui, t'as au moins 10 top matchs dans ta saison déjà. T'as au moins d'attente. Il y a tellement peu d'attente autour d'un club comme Bournemouth que c'est pas le même contexte. Mais je pense que Zabarni, c'est un joueur qui arrive dans un contexte qui est très différent en plus du PSG de l'an dernier, où tu as déjà un joueur qui est le capitaine du Paris Saint-Germain qui est déjà en place, et où chaque match en fait est un test avec énormément de pression dans un club où tu as déjà énormément de pression. Mais moi je suis pas plus inquiet que ça pour Zabarni pour l'instant. C'est comme pour le dossier Chevalier où je disais qu'il fallait ouvrir le dossier. On peut ouvrir le dossier, on peut dire qu'il est mauvais aujourd'hui, et c'est factuel, mais on va pas remettre non plus le talent et les qualités en cause. Mais moi, pour Zabarni, je suis pas fan du défenseur. Moi qui ai l'habitude de beaucoup aimer les défenseurs. Là, j'ai un peu de mal. C'est bien le contexte, la confiance, le costume, etc. Mais quand tu disputes ton duel sur le moment même, qu'est-ce qui t'empêche de mettre ton putain de corps devant le déjeuner? Surtout t'es un costaud, quoi. C'est pas comme Beraldo, effectivement. Je ne dis pas qu'il est en train de penser au costume qui est un peu trop... Non, la dispute ton duel, mets ton corps devant. Pourquoi tu n'arrives pas 2 fois dans le match et 2 fois tu causes un penalty et en plus tu te prends en rouge après? Moi, pour l'instant, j'ai du mal, mais je suis pas en train de lui tirer dessus ou je suis pas en train de tirer une conclusion et tout. Mais là, tout de suite, voilà, pas ouf. Bon, parlons des choses un peu positives, parce que quand même, il y a on a quand même gagné 7-2. Voilà ce que j'allais dire, on a gagné 7-2. J'ai un truc un peu plus positif après, une petite take, là, il faut que je me lance. Alors vas-y, Vas-y, lance-toi tout de suite. Vous savez, dans le football, souvent, les anciens, on les respecte un peu trop. D'accord. Tu vois, on leur donne
trop de respect. Et quand je dis trop, c'est au sens propre du terme. C'est-à-dire D'accord. qu'il y a un excès de respect. Tu vois. D'accord. Mais au PSG, par exemple, notre légende au milieu de terrain, c'est qui ? Marco Verratti. Est-ce qu'il n'y a pas un mec qui est en train de le déborder en ce moment et on n'ose pas se le dire parce que justement, il lui manque du temps ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois très bien ce que tu veux Je dire. pense que Vitinha est en train de complètement conquérir mon cœur. Il l'avait déjà. Mais comme vous le savez, j'étais un peu sceptique. Là, aujourd'hui, je vois Vitinha comme une super légende du PSG. Et plus que du PSG, je le vois comme le meilleur milieu de terrain du monde. Et je pense qu'il faut le dire. Oui. Et que depuis sa finale de Ligue des Champions, et même toute la saison passée, mais la finale de Ligue des Champions, là, ce qu'il fait encore hier, et le fait Le qu'on match le contre Liverpool, banalise, entre guillemets, c'est pas qu'on le Arsenal. banalise, mais enfin, genre, hier, pourquoi il est pas homme du match ? Oh, parce que je sais pas. Nuno Mendes a un but, Parce il qu'il passe a D, marqué. c'est peut-être pour ça. Ouais, mais le, Non, match, je suis d'accord. le match de porc qu'il fait encore Vitinha. Et on le banalise un peu. Bon, on est tous sur les réseaux, je regarde un peu. Bah, j'ai l'impression que les gens ne commentent pas tant que ça le match de Vitinha. Et pour moi, c'est important de le dire. Donc quand je faisais petit speech avec le sourire aux lèvres pour parler de légende et compagnie, et, Toni Kroos, Luka Modric, je parle de légendes récentes, tu vois, Xavi, Iniesta et compagnie. Je dis pas qu'il est tout de suite à leur table, parce qu'il faut du temps pour faire une légende. Mais que Il y a le la table niveau- des enfants à côté, quoi. Voilà. Il est pas très loin. Il est pas très loin. Et avec le temps, il sera plus un enfant. Et il pourra s'asseoir à cette table. Mais là, franchement, le niveau affiché, les prestations qui sortent, pour moi, c'est XXL. Et peut-être que je suis tout seul dans ce truc de j'ai peur d'eux, mais j'ai peur qu'on le banalise. Et j'ai pas envie de le banaliser. Et c'est pour ça que je le souligne. Pour moi, c'est vraiment mon individualité. C'est incroyable ce qu'il fait au milieu de terrain. Alors, pour le coup, moi, je l'ai pas du tout banalisé, tout comme toi. J'ai adoré le match de Vitinha. T'es dedans, quoi. Tu vibres quand Ah tu le ouais, vois. non, c'est impressionnant ce qu'il fait. La fort. capacité à gérer le tempo de la meilleure équipe d'Europe, tout simplement. Je monde. crois. Oui, du monde, du coup. je crois que on n'a pas vu ça, de Marco Verratti, par exemple. Il n'a pas autant géré le jeu de son équipe que Et ça me fait mal au Vitinha. cœur de le dire. Et en plus, il est encore plus complet parce que tu vois, il a tout cet arsenal de gestion du tempo. Alors, il est peut-être un peu moins habile à la récupération, mais même si il n'est pas en reste. Mais tu vois, il a ce côté aussi très tranchant, capable de marquer des buts, capable de tirer les coups de pied arrêtés, qui en fait un joueur extrêmement complet et qui en fait presque un indispensable c'est l'indispensable de Luis Enrique. Et c'est peut-être aujourd'hui le meilleur milieu de terrain du monde. Je crois pas. Je ne vois pas qui est dans la discussion avec lui aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, Vitinha est à un niveau supérieur par rapport à Pedri. Sa vision du jeu est extraordinaire. La talonnade qu'il fait sur Barcola, elle rappelle un peu la celle dans le finale de la Ligue des Champions aussi. Les passes, je sais pas. Hier, je l'ai trouvé mais fantastique Vitinha. J'étais devant ma télé, c'est pas possible quoi, un joueur à ce niveau-là. L'autre joueur pour moi dont il faut parler, c'est quand même Nuno Mendes. Alors souvent, moi j'entends que c'est le meilleur latéral gauche du monde, le meilleur latéral du monde. J'entends. Moi c'est ma take. Pour moi, depuis le début de la saison, c'est le meilleur joueur du monde, Nuno Mendes. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, ce garçon ? Il sait dribbler, il sait marquer, il se fait une passe décisive incroyable sur le but de Pacho. Il marque des buts, comme je l'ai dit, il marque des coups francs. Il crée des équipes permanents. Il peut jouer attaquant, ailier, arrière-gauche. Il sait tout faire. Nuno Mendes, je le répète, tu le mets au Barça ou au Real Madrid, tout le monde se tape le cul par terre. Attention, en se il y disant, a c'est qui ce Alejandro joueur Balde. incroyable. Voilà. C'est donc pour ça. Tu me diras, il y a des gens qui essayent quand même de faire des débats et des comparaisons entre Balde et Nuno Mendes. Voilà. Ils vont vite. Mais moi, les sur deux. Nuno Mendes, je ferai copier-coller sur ce que j'ai dit sur Vitinha. Je pense qu'il n'y a que le temps qui lui permettra d'aller s'asseoir à la table de Non, mais Marcelo et compagnie. ce mec-là, il est générationnel. Hein. Il est générationnel. Ce qu'on Je voit pense là, qu'il doit sortir encore une saison comme ça. Le PSG je suis doit d'accord. encore aller gagner et compagnie. Parce que c'est vrai que quand tu parles de Marcelo, c'est quand même un mec qui a plusieurs Ligues des Champions Bien avec sûr. le Real et compagnie. Mais moi, je parle. Mais là, il a un niveau En fait, d'un joueur Il y a générationnel. ce qu'il sait, C'est- voilà. Je parle vraiment du niveau du joueur, qualité intrinsèque, ce qu'il sait faire, comme tu dis. C'est-à-dire que tu le mets au coup franc, il gère. Tu le mets au centre, il gère. À la passe D, il gère. Avec son ballon, il gère. Monter, descendre, défendre, attaquer, marquer, il sait tout faire. Donc à partir de là, oui, c'est joueur générationnel. Malheureusement. Ou heureusement, il faut aussi du collectif. C'est comme ça aussi que tu entres dans la légende. C'est ce qui fait, par exemple, que Marcelo a fait son temps au Real Madrid, a gagné plusieurs Ligues des Champions. C'est pour ça que je dis que, comme pour Vitinha, je pense que Nuno Mendes, c'est que le temps qui lui permettra d'entrer à cette table et dans cette caste de joueurs. Non, mais par contre, ce qu'il nous montre là, c'est un niveau all-time. Parce que je pense pas, j'ai pas de souvenir en tout cas que Marcelo était autant capable d'attaquer et défendre, et d'être
aussi Moi, fort si tu des me parles deux de côtés du niveau, terrain. si tu me parles de niveau, je pense que Nuno Nuno Mendes, Mendes on c'est n'a plus jamais fort. vu ça. Je pense que Nuno Voilà. Mendes c'est plus fort. Je crois Maintenant, qu'on n'a jamais vu ça. Les gens, quand Maintenant, ils te sortent des compiles de Marcelo, c'est est-ce qu'il sait faire ça? Et souvent, les compiles, c'est des dribbles. Peut-être qu'il est plus habile balle au pied, Marcelo. Moi, si tu me parles de latéral complet. Techniquement, Alors, Nuno Mendes, c'est pas. Non, je m'explique. Quand je dis balle au pied, c'est. Marcelo, il est presque Joga Bonito. D'accord, Moi, je ok, pense que je Nuno vois. Mendes ne l'est pas. J'en suis même persuadé. Mais si tu me parles de joueur complet, latéral même complet, Nuno Mendes, pour moi, c'est au-dessus de Marcelo. Alors, peut-être que sur ce qu'il sait faire. La force de Marcelo, c'est d'avoir fait ça sur 10 ans aussi. C'est pour ça. Ça, c'est autre chose. Voilà. Moi, Nuno c'est Mendes, pour ça que je il le parle fait sur du 10 ans. niveau du joueur. Oui, sur le niveau intrinsèque pur et dur. Et après, ce qui fait les légendes, c'est de le faire sur le temps. exactement. Mais ouais, moi j'ai été encore impressionné hier et on a pu voir, en fait, encore une fois, toute l'étendue de sa palette. Et tu disais, oui, latéral, attaquant, ailier, etc. En fait, il fait ça tout à la fois. Donc, Alors, il a même fini après un mi-temps en tant que défenseur central. Non, mais j'ai même en tête cette Parce que phase. rouge. Je pense que c'est autour de la 80e minute où il joue en pointe et tu le vois faire le repli et aller se remettre latéral gauche. Il y a pas. Qu'est-ce qu'il sait pas faire? C'est impressionnant. On Donc, est moi, d'accord. je suis. Franchement, mais son centre au début du match, on en a déjà parlé, mais. Est-ce que vous voulez parler d'une dernière individualité qui vous a impressionné hier, ou bluffé, positivement? Peut-être Désiré Doué, c'est un retour de Je blessure. pensais à lui, ouais. C'est un doublé. Avant qu'il appuie sur l'accélérateur, je trouvais qu'il y avait un peu de déchets, etc. Mais Comme ça fait contre partie de son Strasbourg, jeu. Et moi, ce que je veux vraiment souligner, là où j'ai fait waouh devant ma télé, c'est sur le premier but, la vitesse d'exécution quand VAR lui remet. Contrôle tir. C'était incroyable. Et après, ça, avec un peu de réussite, elle a un peu dévié, mais ça va dans le petit filet. La vitesse d'exécution, incroyable pour moi. Donc, bon match. Et il faut aussi pas oublier que c'est un retour de blessure, donc on est en train de le voir sur 90 minutes, sur 80. Et voilà. C'est le deuxième quand même, cette espèce de l'enroulé comme ça qui le met parfaitement dans le petit filet. Tu fais waouh, ça c'est la marque des très grands. Ça, honnêtement, moi il m'a absolument impressionné. Mais tu vois ce petit truc comme tu l'as dit. Contrôle droit, frappe du gauche, ça m'a fait penser un peu à ce geste aussi contre Liverpool quand il fait une espèce de double contact qui finit par une frappe, qui passe juste à côté du but. Il a cette espèce de vitesse d'exécution aussi quand même dans le dernier mètre qui est juste impressionnant, quoi. Cette image doit faire le buzz pour moi. Le contrôle frappe, ça va tellement vite dans la surface, petit espace. Il y a vite un défenseur qui arrive sur lui, je sais plus qui, et ça rentre. Incroyable. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on a pensé toi de Désiré Doué? Moi, j'en ai déjà parlé au début, mais oui, Désiré Doué, en fait, il a ce truc-là de joueur Factor X qui, en fait, est capable de faire la décision dans un match qui, mine de rien, au moment où il plante ce deuxième but qui est compliqué, t'es pas dans une très bonne situation, t'as besoin de le mettre, et lui, il te dit, pas de problème, les mecs. Je suis d'accord. Et techniquement, il a le répondant. C'est Désiré Doué, finale Ligue des Champions, il a quand même 19 ans, quoi. Donc, c'est très fort de faire la décision à 19 ans, c'est très fort. C'est pas quelque chose de normal. Malheureusement, dans notre vie, dans notre société, dans notre sport, on l'a normalisé, mais il faut pas. Ce que j'allais dire, c'est que pour un jeune comme ça, il nous a habitués à l'exceptionnel déjà, à cette capacité qu'il a à, dans un moment clé, être capable de complètement changer le destin d'un match sans. Alors là, il y a quand même des actions qui sont collectivement très intéressantes, mais je veux dire, si c'est pas Doué, mais que c'est un autre joueur, je pense qu'il n'y a pas de but. Il a vraiment ce truc-là. Je suis d'accord. Parce qu'en plus, il fait l'action. Hein. Il la récupère, on long 1-2 avec Vara, et c'est lui qui est à la fin de l'action. Je suis d'accord. C'est Vara, beaucoup de déchets depuis le début, depuis un moment. Je pense qu'il l'aurait pas mise, mais Barcola pareil. Hormis Dembélé, tu vois, il y a ce mec-là. Ouais. Tu sais qu'il va te dire à un moment donné. Les mecs, donnez-moi la balle. Vous inquiétez pas, donnez-moi la balle. C'est pas le premier Français de 19 ans à banaliser l'exceptionnel. C'est vrai. Je vous pose la question, messieurs, qui est claire, nette et précise. Est-ce que le PSG réalise un début de saison parfait, selon vous? Est-ce que ça envoie aussi un message à l'Europe avec cette nouvelle victoire 7-2 et comme j'ai dit, 13 buts inscrits, 3 sur 3, 9 points. On rappelle que le Paris Saint-Germain, pour avoir 9 points ou plus, a dû attendre à la fin de la 7e journée la saison dernière où ils ont eu 10 points. Là, en 3 journées, ils ont 9 points. Est-ce que pour vous, vous trouvez que c'est tout simplement un message envoyé à l'Europe et un début de saison parfait?
C'est plus un message, là en fait si tu veux c'est un spam qui est très agressif. Tu reçois 14 notifs pour te dire les mecs on est là. Vous pouvez compter sur le PSG nous. c'est le coursier qui a pas réussi à mettre ton colis dans la boîte aux lettres et qui t'envoie un message tous les jours. J'ai pas réussi à mettre ton coursier. C'est terrible. Et t'as Guardiola qui reçoit le message tous les jours. Arrête, c'est bon, on a compris. Il est harcelé. Non, ce que fait le Paris Saint-Germain, ouais, c'est du harcèlement. Je n'ai jamais vu une équipe envoyer autant de messages à l'Europe. Donc, mais c'est vrai, à chaque match de Ligue des Champions, on a un message à l'Europe. L'Atalanta 4-0, message à l'Europe. Le Barça avec une équipe C. équipe, vraiment, où tu la regardes sur le papier et tu te dis, bon, allez, c'est pas grave, c'est pas les points les plus importants. Tu les charcutes. 2-1, deuxième période. Et là 7-2 dans un match complètement explosif contre le Bayer Leverkusen. À l'extérieur. Bon, qui est quand même qui est plus un très grand club, mais qui reste un bon club européen. Je veux dire, il y a des messages toutes les semaines. Donc là, c'est juste exceptionnel ce que nous propose le Paris Saint-Germain. Et je pense que si le message est plus passé, c'est qu'il n'y a pas de réseau, quoi. Mais c'est très bizarre. C'est une saison parfaite. Moi, il y a un truc dont j'ai peur, c'est la théorie de t'es trop chaud en phase de poule. Ouais, c'est ça. Cette période de la saison, quoi. Et la vérité d'avril-mai, on verra. Mais pour l'instant, c'est ce dont j'ai peur. Et en plus, par rapport à la saison dernière, on est très bien placé pour savoir que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle du printemps. Mais clairement, on verra. Sinon, oui, sur le papier, on peut pas dire que c'est pas un début de saison parfait. Je veux dire, tu fais en Ligue des Champions ce que tu n'as peut-être pas espéré, parce que tu avais le match du Barça, donc on pensait peut-être pas prendre les 3 points, encore moins avec une équipe C. Il y a peut-être en Ligue 1, si on parle de messages, dommage que le téléphone n'est pas borné au Vélodrome. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de réseau dans le sud de la France, mais avoir faim après une telle saison, c'est fort. Parler de back-to-back après une telle saison, c'est fort. Donc moi, c'est l'état d'esprit sur ce début de saison qui me fait dire que c'est un message envoyé à l'Europe et que c'est un début de saison parfait. Et le truc aussi qui me fait dire ça, c'est les intentions de jeu en fait qui sont toujours là. Tu vois, l'identité est toujours là, ça continue de presser, ça continue de faire jouer tout le monde partout. La polyvalence continue de parler dans ce groupe-là. Et c'est trop fort en fait de continuer sur ces rails-là après avoir tout gagné. Oui, aujourd'hui, le début de saison 25-26 du PSG est parfait. Mais en plus de ça, tu as reposé tes cadres sur ce début de saison. Oui, c'est-à-dire que tu as tous tes joueurs qui vont pouvoir avoir le temps de monter en puissance. Le temps qu'ils n'ont pas eu cet été, sur ce début de saison, ils ont pu le récupérer. Et puis force pas les retours. Quand tu vois Dembélé même en après-match, il disait moi j'étais prêt à jouer contre Strasbourg, et Lucien Nequet dit donc calma, tu vas reprendre. Important de le souligner, parce qu'on n'a pas eu de prépa cet été. Quand tu regardes la gestion des temps de jeu, grâce aussi au temps de jeu accordé aux Titi parisiens, c'est la perfection. C'est la perfection. Et tu t'es créé de nouvelles armes, aussi bien offensivement, parce que tu vois que, mine de rien, le fait que Paris marque 5 buts sur coup de pied arrêté depuis le début de la saison, c'est quand même très important, parce que les coups de pied arrêtés, c'est ce qui manquait à ton jeu l'an dernier. T'as développé Nuno Mendes qui est encore plus fort que l'an dernier, et t'as Seny Mayolou qu'on n'attendait pas, qui est une arme offensive supplémentaire qui est apportée à ton jeu. Et tous tes seconds couteaux qui commencent en plus à monter en puissance parce que ils sentent qu'ils vont être importants malgré tout. Warren est quand même de mieux en mieux. Lucas Hernandez, je trouve, est de mieux en mieux aussi. Chaque fois qu'il entre. Le bilan la dernière fois en talk à 2 où on disait qu'effectivement on était peut-être un peu déçu de joueurs comme Kanginli, Warren Zaïre-Emery, etc. Sur les 2 derniers matchs en tout cas, on verra par la suite, c'est-à-dire Strasbourg et Leverkusen hier. Emery, c'est costaud, et on le remercie d'être entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, le second couteau qu'il est. Derrière Fabien Ruiz et Joao Neves, il prend totalement la relève, et merci pour les travaux, Warren. Complètement. Et en plus, j'ai envie de rajouter que tu parlais de la dalle. Hier, l'équipe alignée par le PSG avait en moyenne d'âge 22 ans. Donc tu vois, ça veut dire que c'est une équipe qui est encore très jeune et qui, effectivement, par le fait que ce cycle est complètement nouveau, et souvent on le dit, peut-être qu'ils ont gagné plus tôt que ce qu'on pensait la Ligue des Champions. Généralement, une équipe qui gagne, on se dit un peu que c'est une fin de cycle. C'est souvent lié à ça. Là, en fait, tu es aux prémices, au début d'un cycle, avec une équipe qui est encore très jeune. Et quand tu es jeune, tu as la dalle, quoi. Et tu vois que les joueurs, ils ont la dalle, ils ont envie de tout bouffer. Là, normalement, il y a quand même une autoroute, je trouve, pour t'amener vers le top 8.
Déjà, c'est une très bonne chose parce qu'il ne faut pas minimiser ça, tu vois, ce truc de même, déjà dans le top 24, mais même dans le top 8. Parce que, je rappelle la saison 2023-2024, tu te qualifies à la dernière journée sur un match nul parce qu'en plus, l'AC Milan perd contre Newcastle. La saison dernière, je le disais tout à l'heure, avant la 7e journée, tu étais éliminé de la Ligue des Champions et tu devais battre Manchester City. Je faisais un récap un peu. En saison 2020-2021, tu te qualifies à l'avant-dernière journée ou quasiment contre Manchester United à l'extérieur. En fait, même 2018, si on remonte un peu plus loin avec Liverpool. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été tout le temps une partie de plaisir. Ça n'a jamais été vraiment simple. Et là, se dire, en fait, sur les 5 prochains matchs, pour être normalement dans le top 8, il faut que tu prennes 7 points, parce que c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Le premier qualifié dans le top 8 avait 16 points. Donc, il t'en manque plus que 7. 7 en 5 matchs. Normalement, à part catastrophe industrielle, ça devrait le faire. Et là, j'ai l'impression que non seulement ils ne veulent pas juste se qualifier, il veut être dans le top 8, et c'est pas que dans le top 8, ils veulent être premiers, quoi, tu vois, en mettant autant d'intensité, en marquant autant de buts, en étant aussi motivés, ils veulent tout écraser. C'est juste, ils veulent montrer presque vous croyez que c'était un accident, notre titre de champion d'Europe la saison dernière ? Vous croyez que... Non. Nous, on est là pour dominer, on est là pour vous marcher dessus, on est là pour écraser l'Europe. Et chaque semaine, c'est encore plus impressionnant, quoi. Messieurs, ça a été un talk très complet. Merci beaucoup. Merci, Hugo. Ça t'a plu ? Bah ouais, franchement. Je compte revenir ou pas ? Est-ce qu'on débriefe le Bayern avec toi ? Allez, d'accord. Allez, s'il n'y a pas le choix. Voilà. Merci à vous dans les commentaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like. Comme toujours, ça nous aide. Merci à vous tous. On se retrouve très vite pour un prochain talk. Yes. Et puis, voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir les dernières vidéos qu'on a faites sur Luis Enrique. Là, tout à l'heure, sur la jeunesse, etc. On en a parlé aussi sur le format sur Dembélé. N'hésitez pas à aller checker ça. Voilà. C'est là sur la chaîne YouTube. Vous avez beaucoup de très bons retours. On vous remercie à nouveau. Et voilà, tout simplement. Merci. Bonne journée. Et ciao. Salut.